Les chaudières. En plus de ces embarcations suspendues, un baleinier américain est reconnaissable extérieurement à ses chaudières. Il présente la plus curieuse anomalie de marier la plus solide maçonnerie au chêne et au chanvre pour constituer le vaisseau complet. C'est comme si un four à briques se trouvait transporté sur son pont de planche. Les bouilloires sont placés entre le mât de misaine et le grand mât, c'est-à-dire dans la partie la plus spacieuse du pont. Sous elles, les poutres sont particulièrement résistantes et faites pour soutenir une masse de ciment et de briques de quelques 10 pieds par 8, sur 5 pieds de haut. Il n'y a pas de fondation dans le pont, mais la maçonnerie est solidement fixée à de lourds et courbes supports de fer qui l'enserrent de toutes parts et la fixent aux planches. Sur les flancs, elle est entourée de bois et en haut, elle est complètement couverte par une large écoutille en plan incliné. Quand on ôte cette écoutille, on voit alors les chaudières, 2 en tout, chacune de la capacité de plusieurs tonnes. Lorsqu'on ne s'en sert pas, elles sont tenues remarquablement propres. Parfois, elles sont briquées avec de la pierre de lard et du sable, jusqu'à ce qu'elles brillent intérieurement comme des bols à punch en argent. Pendant les quarts de nuit, quelques matelots cyniques se glissent dedans et s'y tiennent en boule pour y piquer un roupillon. Pendant qu'ils sont occupés à les polir, chaque homme dans son pot, côte à côte, fait à l'autre de confidentielles communications par-dessus les bords de fer. C'est aussi un endroit propice aux profondes méditations mathématiques. Ce fut dans la bouilloire de gauche du Pécode, avec la pierre de lard tournant rapidement autour de moi, que je fus frappé indirectement par le fait remarquable qu'en géométrie, tous les corps qui glissent le long d'un cylindre, une pierre de lard par exemple, descendraient de n'importe quel point dans un même laps de temps. Quand on enlève la plaque du foyer de devant les chaudières, la maçonnerie de ce côté se trouve exposée, pénétrée par les 2 bouches de fer des fournaises situées directement sous le pont. Ces bouches sont de lourdes portes de fer. Un réservoir peu profond, s'étendant sur la surface entièrement fermée des bouilloires, empêche la chaleur intense du foyer de se communiquer au pont. On remplit ce réservoir d'eau au fur et à mesure qu'elle s'évapore, par un tunnel inséré à l'arrière. Il n'y a point de cheminée extérieure. Elle s'ouvre directement sur le mur arrière. Maintenant, revenons un moment sur nos pas. Il était à peu près 9 heures du soir quand les chaudières du Pécode furent mises en action pour la première fois au cours de ce voyage. C'était à Stubb de surveiller le travail. « Hé, là-bas, tout est paré ? Alors enlevez l'écoutille et commencez. Vous, le cuistot, allumez. » C'était la chose facile à faire, car le charpentier avait bourré le foyer avec ses copeaux pendant tout le voyage. Disons ici que, dans un voyage de chasse à la baleine, les premiers feux de chaudière doivent être entretenus quelque temps avec du bois. Ensuite, on ne se sert plus de bois, sauf pour activer la flambée du principal combustible, la graisse craquante, racornie nommée déchet ou beignet, et qui contient une part considérable de son principe huileux. Cette friture nourrit les flammes. Comme un martyr pléthorique ou comme un misanthrope se consumant, une fois allumé, la baleine fournit son propre combustible et elle est brûlée par son propre corps. Ah, si elle pouvait seulement consommer sa propre fumée! Car c'est une chose horrible à respirer, et qu'il faut forcément respirer, et qui plus est, il faut s'en servir pour vivre. Son odeur sauvage, indescriptible, peut être comparable à celle qui peut flotter autour d'un bûcher funèbre hindou. Elle a l'odeur de l'aile gauche de l'ange exterminateur. Elle est un argument en faveur de l'existence du puits de l'enfer. À minuit, le travail rendait à plein. Nous étions débarrassés de la carcasse. On avait donné de la voile. Le vent fraîchissait. Les sauvages ténèbres océanes étaient intenses. Mais ces ténèbres étaient léchées par les flammes ardentes qui s'élançaient par intervalles des cheminées noires de suie et qui éclairaient chacune des cordes hautes du gréement, comme un feu grégeois. Le vaisseau ardent avançait toujours, comme impitoyablement voué à quelque vengeance,
tels les nefs chargées de soufre et de poids de l'intrépide Canarie, sortant de leur port à minuit, avec de larges nappes de flammes en guise de voile, qui fonçaient sur les frégates turques et les enveloppaient. Les coutilles enlevées des sommets des fours, cela faisait maintenant un grand âtre. Debout dessus se distinguaient les formes tartares des harponneurs païens et des soutiens du baleinier. Armés d'énormes fourches, ils lançaient des masses de graisse dans les bouilloires. Sous eux, on tisonnait les feux jusqu'à ce que les flammes s'élançassent en torsade par les portes pour leur lécher les pieds. La fumée roulait en masse maussade. À chaque mouvement du vaisseau, l'huile bouillante ballottait, comme si elle voulait leur sauter à la figure. Devant la bouche des fours, de l'autre côté du grand âtre de bois, se trouvait le cabestan, servant de divan marin. Les hommes de quart flânaient là, lorsqu'ils n'avaient pas d'occupation pressante, à regarder le rougeoiement des feux, jusqu'à ce qu'ils sentissent la chaleur leur écorcher les yeux. Leurs visages jaunes, présentement noirs de fumée et de sueur, leurs barbes broussailleuses, contrastaient avec la blancheur barbare de leurs dents. Tout ceci étrangement révélé par la lueur des flammes étrangement capricieuses des fours. Ils se racontaient des histoires impies, des contes terrifiants avec des mots joyeux. Des rires sauvages s'élevaient comme les flammes de la fournaise. Les harponneurs allaient et venaient devant eux en gesticulant follement avec leurs énormes fourches. Pendant ce temps, le vent hurlait, la mer bondissait, le vaisseau grognait et piquait, sans cesser cependant de lancer fermement, de plus en plus loin, son enfer rouge dans les ténèbres de la mer et de la nuit, mâchant les os blancs de la baleine dans sa bouche méprisante et crachant salement de tous les côtés. Ainsi lancé, frété de sauvage, chargé de feu et brûlant un cadavre en plongeant dans les noires ténèbres, le Pécode semblait le double de l'âme de son capitaine fou. C'est ce à quoi je pensais, quand je me tenais au gouvernail et que, pendant de longues heures, je guidais en silence la route maritime de ce vaisseau de feu. Plongé pendant ce temps dans l'obscurité, je n'en voyais que mieux la rougeur, la folie, l'effrayant aspect des autres, la vue continuelle de ces formes diaboliques cabriolant devant moi, tantôt dans la fumée et tantôt dans le feu, faisait naître de pareilles visions dans mon âme, et aussitôt je commençais à céder à l'inexplicable léthargie qui me prenait toujours au gouvernail, vers minuit. Mais cette nuit-là, en particulier, une chose étrange que je n'avais jamais pu m'expliquer depuis m'arriva. Me réveillant en sursaut d'un court somme debout, je fus horriblement conscient d'une terrible fatalité. La barre en os de mâchoire me frappait les côtes. J'avais dans les oreilles le chuchotement des voiles qui tout juste commençaient à battre dans le vent. Je croyais mes yeux ouverts. Demi-conscient, je portais les doigts à mes paupières et mécaniquement les écarquillais davantage. Mais en dépit de tout, je ne pouvais distinguer aucun compas pour me guider. Il me semblait pourtant que, depuis un instant, j'étais en train de regarder la carte à la lumière régulière de la lampe, de l'habitacle, qui l'éclairait. Mais il n'y avait rien d'autre que l'obscurité opaque, effroyablement aggravée par des lueurs rouges. Mon impression dominante était que, quelle que fût la chose vers laquelle nous nous précipitions, ce n'était pas un havre de paix, mais tout le contraire. Un sentiment de peur, d'égarement mortel m'envahissait. Mes mains s'agrippèrent convulsivement à la barre avec l'idée folle que cette barre était envoûtée. Mon Dieu, qu'est-ce qui me prend, pensais-je. Dans mon court sommeil, je m'étais retourné et je faisais face à l'arrière du vaisseau, tournant le dos à la proue et au compas. Instantanément, je repris la bonne position, juste à temps pour empêcher le vaisseau de virer contre le vent et très probablement de chavirer. Comme je fus heureux et reconnaissant d'être libéré de cette hallucination nocturne et d'avoir dérouté la mort. Ah, mes bons hommes, ne regardez pas trop longtemps la face du feu. Quand vous avez les mains sur la barre, ne rêvez jamais. Ne tournez pas le dos au compas. Acceptez le premier avertissement de la barre nerveuse. Ne croyez pas le feu artificiel quand, par sa rougeur, il donne à toute chose un aspect effrayant. Demain, au soleil naturel, les cieux seront clairs.
Ceux qui, comme des diables dans les flammes fourchues, lançaient des regards de flamme, le matin vous les montrera sous un tout autre aspect, plus doux tout au moins. La seule vraie lampe est le soleil heureux, glorieux, doré. Toutes les autres mentent. Mais le soleil ne cache pas l'affreux marécage de Virginie, ni la campagne maudite de Rome, ni le vaste Sahara, ni les millions de miles de désert et de steppes sous la lune. Le soleil ne cache pas l'océan qui est le côté obscur de cette terre. Ainsi donc, le mortel qui a plus de joie que de tristesse en lui ne peut être vrai, ou alors c'est qu'il n'a pas atteint son plein développement. Idem pour les livres. Le plus vrai de tous les hommes, ce fut l'homme de douleur, et le plus vrai de tous les livres est celui de Salomon. L'Ecclésiaste est le fin acier battu de la douleur. Tout est vanité, tout. Ce monde têtu n'a pas encore saisi la sagesse de Salomon, le non-chrétien. Mais celui qui esquive hôpitaux et prisons, celui qui marche vite en traversant les cimetières, celui qui aime mieux parler d'opéra que d'enfer, et qui appelle Cowper, Jung, Pascal ou Rousseau de pauvres diables d'hommes malades, celui qui, durant toute une vie insouciante, jure par Rabelais comme par la meilleure sagesse, et par conséquent place la joie par-dessus tout, celui-là n'est pas digne de s'asseoir sur des pierres tombales, et d'ouvrir la terre humide et verte avec l'impénétrable et merveilleux Salomon. Mais Salomon lui-même dit « L'homme qui s'éloigne du chemin de la compréhension, même pendant sa vie, comptera parmi les morts. Ne te livre donc pas au feu de peur qui ne te renverse, qui ne te rende insensible, comme il l'a fait de moi pour un moment. Il y a une sagesse qui est un malheur, mais il y a un malheur qui est une folie. Dans certaines âmes, un aigle de Catskill peut également plonger au fond des gorges les plus sombres, en remonter et devenir invisible dans les espaces ensoleillés. Et même lorsqu'il vole dans ces abîmes sont dans les montagnes. Il peut s'abattre au plus profond d'eux. L'aigle montagnard est encore plus haut que les autres oiseaux des plaines, même s'il vole très haut. La lampe. Si vous étiez descendu des bouilloires au gaillard d'avant du Pécode, là où dormaient les hommes du quart, qui n'étaient pas de service, pour un instant, vous auriez presque cru que vous vous trouviez dans quelque tombe illuminée de rois ou de conseillers canonisés. Ils s'étaient couchés là, dans leur sépulture à 3 panneaux de chêne, chaque matelot ciselé dans le silence. Une vingtaine de lampes étincelaient sur leurs yeux fermés. Dans les navires marchands, l'huile pour les matelots est plus rare que le lait des reines. S'habiller dans l'obscurité, manger dans l'obscurité, trébucher dans l'obscurité sur sa paillasse est le lot habituel. Mais le baleinier, lui, comme il cherche la nourriture de la lumière, vit dans la lumière. Il fait de sa couchette une lampe d'Aladin et s'y étend, de sorte que, dans la plus sombre des nuits, la coque du navire recèle toujours une clarté. Voyez avec quelle entière liberté le baleinier apporte sa poignée de lampes, qui ne sont souvent que de vieilles bouteilles et des fioles, aux refroidisseurs des bouilloires, pour les remplir. Comme des pots de bière au tonneau. Il brûle aussi l'huile la plus pure, à l'état brut, donc non corrompue, fluide, inconnue aux inventions solaires, lunaire et astrale, à terre. Elle est douce comme du beurre tiré de l'herbe tendre en avril. Il va chercher son huile afin d'être sûr de sa fraîcheur et de son authenticité, tout comme le voyageur dans la prairie va à la recherche de son propre souper de gibier. Arrimage et nettoyage. Il a été déjà raconté comment le grand Léviathan est aperçu de loin de la tête du mât. Comment on le chasse sur les steppes d'eau et comment on le tue dans les vallées marines. Puis comment, suivant le même droit qui accordait jadis au bourreau les vêtements du décapité, son grand surtout ouaté devient la propriété de son bourreau. Comment aussi, l'heure venue, il est condamné au bouilloire, et tel Shadrach, Meshach et Abednego, son spermacétie, son huile, et ses eaux traversent le feu sain et sauf. Il reste maintenant à conclure le dernier chapitre de cette partie de la description en chantant, si je peux,
la manière romanesque de transvaser son huile dans les tonneaux et de les arrimer dans la cale. Où, une fois de plus, le Léviathan regagne ses profondeurs natales, glissant comme auparavant sous la surface. Mais, hélas, pour ne plus jamais en remonter et souffler son jet. L'huile, tandis qu'elle est encore tiède, comme du punch, est reçue par des tonneaux de 6 barils. Et tandis que peut-être le navire plonge et roule de part et d'autre dans la mer de minuit, les énormes tonneaux pivotent, culbutent, cul par-dessus tête, et s'échappent parfois dangereusement sur le pont glissant, comme d'autant d'éboulements, jusqu'à ce qu'enfin, saisis par les hommes et arrêtés dans leur course, ils soient entourés de cerceaux. Étape, étape, autant de marteaux qu'ils s'en trouvent jouant sur eux. Car à présent, hors de toute spécialité, chaque matelot est un tonnelier. Quand la dernière pinte est enfin encagée et que tout est refroidi, on ouvre alors les grandes écoutilles. Les entrailles du bateau baient largement et les tonneaux descendent pour leur dernier repos dans la mer. Ceci fait, les écoutilles sont remises en place et hermétiquement fermées, comme un cabinet muré. Dans la recherche du spermacétie, ceci est peut-être un des plus remarquables incidents de la chasse à la baleine. Un jour, les planchers ruissellent de flots de sang et d'huile sur le sacro-saint gaillard d'arrière. D'énormes masses de têtes de baleines sont profanatiquement entassées. De gros tonneaux rouillés sont éparses, comme dans une cour de brasserie. La fumée des bouilloires a couvert de suie tout le bastingage. Les matelots vont et viennent, imprégnés d'onctuosité. Le vaisseau tout entier semble le grand Léviathan lui-même, tandis que de toutes parts, le bruit est assourdissant. Mais 1 ou 2 jours après, vous regardez autour de vous, en tendant l'oreille sur ce même bateau, et si ce n'étaient les canots et les bouilloires qu'ils trahissent, vous jugeriez presque que vous marchez sur un navire silencieux, doté d'un capitaine soigneux jusqu'à la manie. L'huile brute du spermacétie possède une vertu de nettoyage singulière. Pour cette raison, les ponts n'ont jamais l'air aussi clairs que tout de suite après ce qu'on appelle une affaire d'huile. De plus, on fabrique facilement une puissante lessive avec les cendres et les déchets brûlés de la baleine. Et si quelque viscosité du dos de la baleine reste collée au flanc du vaisseau, elle disparaît promptement sous l'effet de cette lessive. Activement, les matelots s'emploient le long des bastingages qu'ils font revenir dans toute leur netteté à l'aide de seaux d'eau et de chiffons. On brosse les gréements engraissés de suie. Les nombreux ustensiles dont on s'est servi sont aussi parfaitement nettoyés et remis en place. La grande écoutille est frottée et replacée sur les bouilloires. Les tonneaux ne sont plus visibles. Tous les palans sont rangés hors de vue. Et quand, par le travail combiné de l'équipage presque tout entier, ce nettoyage consciencieux est enfin terminé, les hommes eux-mêmes entreprennent leur propre décrassage. Ils changent de linge de la tête aux pieds et finalement apparaissent sur le pont immaculés, frais et animés, comme des mariés sortant des draps de la plus fine toile de Hollande. Arpentant le pont d'un pas joyeux, ils vont par groupes de 2 ou 3, parlant et évoquant humoristiquement salons, canapés, tapis, belles étoffes. Ils proposent de mettre des tapis sur le pont. Ils songent à tendre des draperies dans les cordages. Ils ne voient aucune objection à prendre le thé au clair de lune sur la plaza du gaillard d'avant. C'est de l'audace de faire allusion à de tels matelots parfumés d'huile, d'eau et de graisse. Mais ils ne connaissent pas la chose à laquelle vous faites une vague allusion. Allez, allez, et apportez-nous des serviettes. Mais rappelez-vous que là-haut, aux 3 pointes de mât, 3 hommes s'appliquent à épier d'autres baleines, qui, si elles sont attrapées, iront infailliblement salir à nouveau les vieux meubles de chêne, et qui, pour le moins, laisseront tomber une petite tache de graisse quelque part. Oui, et maintes fois, lorsqu'après les plus durs travaux qui ne connaissent pas de répit, durant sans arrêt pendant 96 heures. Lorsque, quittant le canot, où leurs poignets se sont enflés à force de ramer tout un jour sur la ligne, les matelots remontent sur le pont. C'est pour porter de longues chaînes et peiner sur le cabestan, et couper, et tailler, oui, et suer, être enfumés et de nouveau brûlés par les feux combinés du soleil équatorial et des bouilloires équatoriales. Et après tout ça, s'étant appliqué à nettoyer le vaisseau et en faire quelque chose comme une laiterie immaculée, souvent, les pauvres gars,
juste au moment où ils boutonnent les cols de leurs vêtements propres, sursautent en entendant le fameux cri « Elle souffle !» et ils se précipitent pour livrer bataille à une autre baleine. Et ils recommencent la même besogne fatigante. C'est ça, la vie. Mais, oh, mes amis, ça tue les hommes, car à peine nous autres humains, par de longs labeurs, extraits de la vaste masse de ce monde, sont rares mais précieux spermacéties. À peine nous sommes-nous patiemment nettoyés des souillures et avons-nous appris à vivre dans les tabernacles propres de l'âme, que le cri « Elle souffle » retentit et que le spectre à jet apparaît et que nous mettons voile à nouveau pour livrer bataille, recommençant la vieille routine avec nos jeunes vies. Ah, métempsychose! Oh, Pythagore, toi qui, dans la lumineuse Grèce, es mort voici 2000 ans, plein de bonté, de sagesse, de douceur. J'ai vogué avec toi, le long de la côte du Pérou, à mon dernier voyage. Tout sot que je sois, moi, jeune et simple garçon, à peine bon à épicer un filin. Le doublon. Il a déjà été dit de quelle manière Achab arpentait son gaillard d'arrière, en faisant demi-tour avec régularité aux deux limites, l'habitacle et le grand mât. Mais parmi les nombreuses autres choses qu'il eût fallu dire, il faut spécifier que quelquefois dans ses promenades, lorsqu'il était le plus profondément plongé dans sa mauvaise humeur, il avait coutume de s'arrêter à chacun de ces endroits et d'y rester à regarder étrangement l'objet particulier se trouvant devant lui. Quand il s'arrêtait devant l'habitacle, son regard se fixait sur l'aiguille pointue du compas et dardait comme un javelot aigu dans la direction de son propos. Et lorsqu'après avoir repris sa promenade, il arrivait de nouveau devant le grand mât, son regard se fixait de la même façon sur la pièce d'or qui était clouée là, gardant la même fermeté obstinée, mais se teintant d'une certaine sauvage nostalgie, désespérée. Un matin, en arrivant devant le doublon, il parut nouvellement attiré par l'étrangeté des dessins et inscriptions gravés sur celui-ci, comme si, pour la première fois, il commençait à y interpréter, pour lui-même, d'une certaine manière, quelque signification cachée. Toutes choses ont une certaine signification, sans quoi elles ne valent rien, et le monde entier n'est qu'un élément sans qualité, juste bon à vendre à la charretée, comme certaines collines des environs de Boston, pour combler quelques marais de la Voie lactée. Or, ce doublon était de l'or vierge le plus pur, trouvé quelque part au cœur de somptueuses collines, d'où, à l'est et à l'ouest, coulent les sources de maint pactole. Et bien que cloué maintenant parmi la rouille des boulons de fer et le vert de gris des pointes de cuivre, incorruptible néanmoins et vierge de toute souillure, il conservait toujours son éclat de Quito. Il avait beau être placé parmi un équipage douteux, effleuré à chaque heure par des mains souillées et restant exposé durant les nuits entières d'une épaisse obscurité, propice à dissimuler une tentative de vol, chaque aube le retrouvait où le couchant l'avait laissé. Car il était mis à l'écart et sanctifié pour une fin effrayante. Et quelque légers que fussent les matelots, dans leur façon marine, ils le révéraient tous comme le talisman de la baleine blanche. Ils en parlaient parfois au cours de fastidieux quarts de nuit, se demandant à qui il reviendrait finalement, et si son possesseur vivrait assez pour le dépenser. Or, ces nobles pièces d'or de l'Amérique du Sud sont comme des médailles de soleil et des témoignages des tropiques. Leurs palmes, leurs alpages, leurs volcans, les disques du soleil et les étoiles, les éclipses, les cornes d'abondance, les riches bannières flottantes y sont gravées à profusion. De sorte que le précieux métal semble recueillir une valeur supplémentaire, à être travaillé en monnaie si fantastiquement et poétiquement espagnole. Le doublon du Pécode était un très riche exemple de ces choses. Il portait sur son exergue ces lettres. República del Ecuador, Quito. Cette brillante pièce venait donc d'un pays planté au cœur du monde, sous le grand équateur dont elle portait le nom. Et elle avait été frappée au milieu des Andes, dans ce climat toujours égal qui ne connaît pas d'automne. Vous y discerniez la reproduction de 3 sommets des Andes ceinturés par les lettres de l'inscription.
De l'un jaillissait une flamme, sur l'autre était une tour. Sur le troisième se tenait un coq en train de chanter. Un segment fractionné du zodiaque était disposé en arc sur les trois, avec les signes au sens kabbalistique habituel bien marqués, et la clé de voûte du soleil occupant le point de l'équinoxe à la balance. Achab, observé par les autres, s'arrêtait maintenant devant cette pièce équatoriale. Il y a toujours quelque chose d'égoïste dans les sommets de montagne et dans les tours, ainsi que dans toutes choses grandes et hautes. Regardez ces trois pics, aussi fiers que Lucifer. Cette tour ferme, c'est Achab. Le volcan, c'est Achab. Le courageux, l'indomptable et victorieux oiseau, c'est aussi Achab. Tous sont Achab. Et cette ronde pièce d'or n'est que l'image du globe encore plus rond, qui, comme le miroir d'un magicien, ne reflète pour chaque homme que son propre et mystérieux lui-même. Il n'y a que de grandes peines et de petits gains pour ceux qui demandent au monde de leur donner l'explication de tout. Le monde lui-même ne peut s'expliquer. Il me semble que ce soleil devenu pièce a une face rubiconde. Ouais, mais voyez-le. Il pénètre l'équinoxe, le signe des orages. Et 6 mois auparavant, il sortait du précédent équinoxe à Hari. D'orage en orage, ainsi soit-il donc. Enfanté dans la douleur, il est juste que l'homme vive dans la douleur et meure dans l'angoisse. Ainsi soit-il donc. Voici un bon matériau où la chaleur puisse travailler. Ainsi soit-il donc. Aucun doigt de fée n'a pu toucher l'or. Mais les griffes du diable y ont laissé leurs traces. Hier se murmurait Starbuck à lui-même, appuyé au bastingage. Le vieux semble lire l'effroyable écriture de Belshazzar. Je n'ai jamais regardé cette pièce de près. Il redescend, je vais aller la voir. Un sombre vallon entre 3 puissants sommets touchant aux cieux, on dirait presque quelque obscur symbole terrestre de la Trinité. Ainsi, dans ce vallon de la mort, Dieu nous a encerclés, et sur toutes nos tristesses, le soleil de justice brille toujours, phare et espoir. Si nous abaissons nos yeux, le sombre vallon montre un sol boueux, mais si nous les élevons, le brillant soleil rencontre à mi-chemin notre regard, pour nous réconforter. Hélas, le grand soleil n'est point fixe, et si nous éprouvons le désir d'avoir de lui, à minuit, quelque soulagement, c'est en vain que notre regard le cherche. Cette pièce me parle avec sagesse, mais avec tristesse aussi. Je vais la quitter, de peur que la vérité ne me trouble. Voilà maintenant le vieux Mogol, monologuait Stubb près des chaudières, qui vient de scruter longuement cette pièce. Starbuck a fait de même, et tous deux avec une figure longue d'environ 9 brasses. Tout ça pour une pièce d'or, qui ne ferait pas long feu avant d'être dépensée. Si je l'avais à Negro Hill ou à Corliss Oak, dans ma petite jugeote, je trouve ça bizarre. J'ai déjà vu des doublons au cours de mes voyages. Doublons de la vieille Espagne, doublons du Pérou, doublons du Chili, doublons de Bolivie, doublons de Popayan, et avec beaucoup de mois d'orès et de pistoles d'or, et des Joss, et des demi-Joss, et des quarts de Joss. Qu'y a-t-il donc dans ce doublon de l'Équateur de si mortellement merveilleux? Par Golconde, que je le regarde une fois. Hello, voilà des signes et des merveilles. Ça, par exemple, c'est ce que le vieux Bodiche, dans son épitomée, appelle le zodiaque et qui s'appelle de même dans l'almanach que j'ai en bas. Je vais aller chercher cet almanach et comme j'ai entendu dire qu'on peut évoquer les diables avec l'arithmétique de Dadbol, je vais essayer de faire sortir une signification de ces petites queues bizarres à l'aide du calendrier de Massachusetts. Voilà le livre. Voyons donc. Signes et merveilles. Et le soleil est toujours parmi eux. Les voici, bien vivants tous tant qu'ils sont. Ariès ou le bélier, Taurus ou le taureau, Gimini, voilà les gémeaux eux-mêmes, ou les jumeaux. Et ainsi le soleil roule parmi eux. Oui, là, sur la pièce, il est en train de traverser le seuil entre 2 des 12 maisons qui se suivent en rond. Là, livre, tu mens. Le fait est que vous autres, livres, vous devriez connaître vos places. Vous êtes juste bons à nous donner les faits et les mots simples. Nous, on fournit les pensées.
Ça, c'est ma petite expérience du calendrier de Massachusetts et du navigateur de Boldish, et de l'arithmétique de Dabol, signes et merveilles. Dommage qu'il n'y ait rien de merveilleux dans les signes et de significatif dans les merveilles. Il y a une indication quelque part. Chut, attends un peu, écoute. Pardieu, je la tiens. Vois, doublon, ton zodiaque que voilà est la vie de l'homme complète en un chapitre. Maintenant, je vais la lire. Allons, almanach. Pour commencer, il y a Aris ou le bélier chien lascif, c'est lui qui nous engendre. Puis Taurus ou le taureau, qui nous donne le premier coup, puis les Gémeaux ou les jumeaux, c'est-à-dire la vertu et le vice. Nous essayons d'atteindre la vertu quand, hélas, arrive le cancer, le crabe qui nous tire en arrière. Et voici, partant de la vertu, Léo, un lion rugissant, est couché en travers du chemin. Il inflige quelques féroces morsures et quelques mauvais coups de patte. Nous lui échappons et saluons Virgo, la Vierge. Ça, c'est notre premier amour. Nous nous marions et nous pensons être heureux pour toujours lorsque, hop, arrive Libra, la balance. Le bonheur est pesé et trouvé léger. Et tandis que nous sommes très tristes de tout ça, Seigneur, comme nous sursautons soudainement quand Scorpio, le scorpion, nous pique par derrière. Nous pensons la blessure et zip, des flèches nous pleuvent tout autour. Sagittarius ou le Sagittaire s'amuse. Tandis que nous arrachons les flèches, écartez-vous. Voici la bête Capricorne, fonçant sur nous de tout son élan, et nous sommes projetés les quatre fers en l'air. Puis arrive Aquarius, ou le Verseau. Il nous verse dessus tout son déluge, et nous voici noyés. Enfin, finalement, avec Pyxès ou le Poisson, nous dormons. En voilà un sermon écrit au haut du ciel, et le soleil le traverse chaque année, et il en sort néanmoins toujours vivant et ardent. Là-haut, il roule gaiement à travers travail et peine, et ici, en bas, le joyeux Stubb fait pareil. Oh, joyeux, c'est le mot définitif. Adieu, doublon, mais attention, voici King Post qui s'amène. Cachons-nous derrière les chaudières et écoutons ce qu'il va avoir à dire. Le voilà arrêté devant la pièce. Il va bientôt sortir quelque chose. Ah ah, il commence. Je ne vois rien ici, sauf une chose en or, et cette chose ronde appartiendra à quiconque lèvera une certaine baleine. Je ne comprends pas pourquoi on la regarde tant. Elle vaut $16, c'est vrai. Et à 2 cents le cigare, ça fait 960 cigares. Fumer une sale pipe comme Stubb, ça ne me dit rien. Mais j'aime les cigares. Et en voici 960. Alors Flasque ouvre l'œil. Est-ce que j'appellerais ça sagesse ou sottise? Si vraiment c'est sage, ça a l'air sot. Et si c'est sot, ça vous a une sorte d'air de sagesse. Mais halte là, voici l'homme de l'île de Man qui s'avance. Il a dû être un vieux cocher de corbillard, je veux dire avant d'embarquer. Il louvoie vers le doublon. Oh là, le voilà qui fait le tour du mât. Il y a un fer à cheval cloué de ce côté-là. Le voilà revenu maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutons. Il marmonne avec une voix de vieux moulin à café usé. Dressons l'oreille et écoutons. Si la baleine blanche doit être levée, ce sera dans 1 mois et 1 jour, quand le soleil se trouvera dans un de ses signes. J'ai étudié les signes et je connais leur sens. Ils m'ont été appris, voici 40 ans, par la vieille sorcière de Copenhague. Or, dans quel signe le soleil sera-t-il alors? Dans celui du fer à cheval? Le lion rugissant et dévorant. Vaisseau, vieux vaisseau, ma vieille tête tremble en pensant à toi. Voilà bien une autre version, mais c'est toujours le même texte. Toutes sortes d'hommes dans une sorte de monde, voyez-vous. Cachons-nous encore. Voici Kikek qui arrive. Il ressemble au zodiaque lui-même, avec tous ses tatouages. Que dit ce cannibale? Ma foi, il compare les mâts, il regarde l'os de sa cuisse. Pense-t-il que le soleil est dans sa cuisse, ou dans son mollet, ou dans son intestin, comme le font les vieilles femmes des campagnes perdues quand elles parlent de l'astronomie de Surgeon? Pardieu, il a trouvé quelque chose dans le voisinage de sa cuisse. Je parie que c'est le Sagittaire ou l'Archer. Non, il ne sait que penser de ce doublon. Il le prend pour un vieux bouton tombé du pantalon de quelque roi. Mais cachons-nous de nouveau. Voici à présent ce diable fantôme de Fédala. Sa queue toute cachée comme d'habitude, avec de l'étoupe dans le bout de ses souliers. Que veut-il dire avec ce regard qu'il a?
Ah, il fait seulement signe au cygne et il s'incline. Il y a un soleil sur la pièce, adorateur du feu, sans nul doute. Oh, il en vient de plus en plus. Voilà Pip, pauvre gars. Il vaudrait mieux qu'il soit mort, ou moi, j'en ai presque horreur. Lui aussi a observé tous ces interprètes curieux, moi compris, et maintenant, voyez, il vient lire, avec ce surnaturel visage d'idiot. Cachons-nous de nouveau, et écoutons-le, écoutons. Je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Il apprend par cœur, chut, de nouveau. Je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Eh bien, ça c'est drôle. Et moi, toi et lui, et nous, et vous, et eux, vous êtes tous des chauves-souris. Et je suis un corbeau, surtout quand je suis pêché en haut de ce pin. Quoi, 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 quoi? Est-ce que je ne suis pas un corbeau? Et où est l'épouvantail? Le voilà. 2 os foués dans une paire de vieux pantalons et 2 autres fichés dans les manches d'une vieille veste. Je me demande si c'est de moi qu'il parle. Joli compliment. Pauvre gars. Pour un peu, j'irai me pendre. En tout cas, pour l'instant, je vais quitter ce voisinage de pipe. Les autres, je puis les supporter. Ils sont sains d'esprit. Mais lui, il a trop d'esprit et de folie pour ma santé d'esprit. Allons donc. Je le laisse divaguer. Voici le nombril du bateau, ce doublon, et tous brûlent de le déclouer. Mais déclouez-vous le nombril, et vous verrez les conséquences. Et même s'il reste là, c'est aussi vilain que ça. Quand quelque chose est cloué au mât, c'est signe que les choses deviennent désespérées. Ah, vieux Acab, elle te cloie, la baleine blanche. Ceci, c'est un pain. Mon père, dans le vieux comté de Tolland, a une fois coupé un pain et il a trouvé un anneau d'argent autour duquel l'arbre avait poussé. La bague de mariage de quelques vieux nègres. Comment est-elle venue là? Et on dira de même de la résurrection, quand ils en seront à repêcher ce vieux mât et qu'ils trouveront un doublon logé dedans, avec des huîtres incrustées et de l'écorce rugueuse. Ah, l'or, le précieux or! Bientôt le sort avec vous recueillera. Iche, iche, Dieu va par le monde en cueillant des mûres. Cuisinier, oh cuisinier, cuisinez-vous. Jenny, Jenny, et faites votre gâteau. Jambes et bras. Le Pécode de Nantucket rencontre le Samuel Enderby de Londres. Oh, du bateau! As-tu vu la baleine blanche? Ainsi criait Acab, élant une fois de plus un navire portant les couleurs anglaises qui passait par l'arrière. Porte-voix à la bouche, le vieillard se tenait debout dans son canot hissé à la proue. Sa jambe d'ivoire, nettement visible pour le capitaine étranger, était posée nonchalamment au bout du canot. Ce capitaine étranger était un bon et bel homme, costaud et basané, d'à peu près 60 ans. Il était revêtu d'une spacieuse rotonde de drap bleu de pilote qui se drapait en feston sur sa personne. Une manche vide de sa veste flottait derrière lui, comme la manche d'un surtout de hussard. « As-tu vu la baleine blanche? Vous voyez ça ?» Il retira des plis qui le cachaient et il dressa en l'air un bras blanc en os de cachalot, terminé par une tête en bois, comme un maillet. « Armez mon canot !» cria Acab impétueusement, en agitant les rames qui se trouvaient près de lui. « Tenez-vous prêt à mettre à la mer. » En moins d'une minute, sans qu'il ait eu à quitter sa place, lui et son équipage se trouvèrent sur l'eau et bientôt ils se rangèrent contre l'étranger. Mais là, une curieuse difficulté se présenta. Dans l'excitation du moment, Acab avait oublié que, depuis la perte de sa jambe, il n'avait pas mis le pied une seule fois sur un autre vaisseau que le sien, et que s'il pouvait se tenir debout, c'était toujours à l'aide d'un ingénieux agencement spécial au Pécode, et qui n'aurait pu se trouver sur un autre navire sans disposition préalable. Or, ce n'est chose commode pour personne, sauf pour ceux qui, comme les baleiniers, le font presque chaque heure, de grimper d'un canot à bord d'un navire en pleine mer. Car les grandes lames portent le canot tantôt jusqu'aux rambardes et tantôt le précipitent brusquement à mi-chemin de la quille. Ainsi, privé d'une jambe et le navire étranger ne possédant point la bienfaisante invention,
Achab se trouvait maintenant réduit ignominieusement à l'état d'un terrien lourdeau. Il toisait les hauteurs incertaines et changeantes qu'il ne pouvait guère espérer atteindre. On a peut-être déjà fait allusion au fait que chaque fois qu'il lui arrivait une petite contrariété résultant de son malheureux accident, cela l'irritait et l'exaspérait. En l'occurrence, ceci fut aggravé par la présence de 2 officiers du bateau étranger qui étaient penchés sur le plat-bord, près des échelles de taquet, clouées là, et qui balançaient une paire de rampes décorées avec goût. Sur le moment, il ne semblait pas se douter qu'un unijambiste fût trop estropié pour utiliser leurs rampes marines. Mais cela ne dura qu'un instant, car le capitaine étranger, ayant jugé l'affaire d'un coup d'œil, s'écria « Je vois ce que c'est. Cessez de vous agiter là-bas et lancez la poulie de dépeçage. » Par chance, ils avaient eu une baleine à leur flanc 1 ou 2 jours auparavant, et les grandes poulies étaient encore montées. Le massif crochet à graisse, courbe et maintenant sec et net, était encore attaché au bout. Lestement, il fut descendu vers Achab, qui, comprenant aussitôt, glissa sa cuisse unique dans la courbe du crochet, ce qui équivalait à être assis dans la patte d'une ancre ou dans la fourche d'un pommier. Donna le signal, s'agrippa fermement tout en aidant la manœuvre, en tirant, main sur main, une des parties courantes de la poulie. Il fut bientôt soigneusement hissé à l'intérieur de la haute rambarde et doucement déposé sur la tête du cabestan. Son bras d'ivoire franchement tendu en signe de bienvenue, l'autre capitaine s'avança, et Achab, tendant sa jambe d'ivoire, en le croisant avec le bras d'ivoire, comme 2 lances d'espadon, s'écria à sa manière marsouine. « Oui, de grand cœur, croisons nos os, un bras et une jambe, un bras qui ne peut jamais se dérober, et une jambe qui ne peut jamais se sauver. Où avez-vous vu la baleine blanche? Il y a combien de temps? » La baleine blanche, dit l'Anglais en pointant son bras d'ivoire vers l'est, visant avec comme s'il s'agissait d'un télescope, « je l'ai vue là, sur la ligne, la saison dernière. » « Et elle a enlevé ce bras, hein ?» demanda Achab en se laissant glisser du cabestan pour s'appuyer sur l'épaule de l'Anglais. « Oui, tout au moins elle en fut la cause. Et cette jambe aussi ? » « Racontez-moi comment ça s'est passé, » répliqua Achab. « C'était la première fois de ma vie que je croisais sur la ligne, » commença l'Anglais. À ce moment-là, j'ignorais l'existence de la baleine blanche. Eh bien, un jour, nous mîmes les canots à la mer pour un banc de 4 ou 5 baleines, et mon canot s'attacha à l'une d'elles. C'était un vrai cheval de cirque. Elle tournait comme un moulin. Tant et si bien que mon équipage avait toutes les peines du monde à l'empêcher de nous faire chavirer, en se tenant ferme au plat-bord arrière. Alors, du fond de la mer, surgit une baleine énorme, avec une tête et une bosse blanche comme le lait, et toute couverte de pattes d'oie et de rides. « C'était elle !» s'écria Achab haletant. Les harpons étaient plantés dans sa nageoire tribord. « Oui, les miens, mes fers !» s'écria de nouveau Achab, exultant. « Mais continuez. »« Laissez-moi dire, alors, » répartit l'Anglais avec bonne humeur. Eh bien, ce vieil aïeul à tête et à bosse blanche se précipita, tout couvert d'écume, droit dans le banc et commença de happer furieusement ma ligne attachée. Oui, je vois, elle voulait la couper, libérer la bête attachée, un de ces vieux trucs, je le connais. Je ne sais pas exactement comment cela se fit, continua le capitaine Manchot, mais en mordant la ligne, elle s'entortillait les dents, s'y accrochait de quelque façon. À ce moment-là, nous ne le savions pas, et par suite, quand nous tirâmes sur la ligne, voilà que nous arrivâmes en plein sur sa bosse à elle, au lieu d'aller sur l'autre baleine qui s'enfuit du côté du vent, la queue en l'air. Voyant où en étaient les choses et à quelle noble et grande baleine nous avions affaire, la plus grande et la plus noble qu'il m'ait été donné de voir dans toute ma vie, sœur, je décidai de l'attraper en dépit de la rage folle dans laquelle elle semblait être. En pensant que la ligne pouvait, par hasard, se détacher ou que la dent à laquelle elle se trouvait enroulée pouvait céder, car j'ai un diablement bon équipage de canots pour tirer sur une ligne à baleine. Voyant tout ça, dis-je, je sautai dans le canot de mon second, celui de M. Montop, capitaine Montop capitaine. Le capitaine, comme j'étais en train de le dire, je sautais dans le canot de Montop, qui, voyez-vous, était bord à bord avec le mien.
Et alors, attrapant le premier harpon qui me tomba sous la main, je l'envoyai à cette vieille arrière-grand-mère. Mais, Seigneur, croyez, sœur, Dieu me bénisse. L'instant d'après, en un clin d'œil, j'étais aussi aveugle qu'une chauve-souris, aveugle des 2 yeux, qui étaient tout embrouillés et insensibilisés par une écume noire. Et la queue de la baleine y apparaissait indistinctement au milieu, droite en l'air comme un clocher de marbre. Impossible de songer à faire marche arrière. Mais tandis que je tâtonnais dans le noir pour trouver un second harpon à lancer, voilà que la queue s'écroula comme une tour de limas, coupant mon canot en 2, réduisant chaque moitié en miettes. Et la queue en avant, la bosse blanche passa en reculant parmi les épaves comme si ça n'avait été que des copeaux. Tous nous nous écartâmes vigoureusement à la nage. Pour échapper à ces terribles coups, je saisis la lampe de mon harpon, qui s'était enfoncée dans elle, et m'y cramponnai pour un moment comme une sangsue. Mais une lame à poigne m'arracha brutalement, et, au même instant, la bête bondissant de l'avant d'un seul coup, plongea comme un éclair. Et c'est alors que la barge de ce maudit second fer, passant tout contre moi, m'attrapa ici. Il passa sa main juste au-dessous de son épaule. Oui, elle m'attrapa, juste là, dis-je, et me descendit jusqu'aux flammes de l'enfer. Lorsque tout à coup, que le bon Dieu en soit remercié, cette barge tailla son chemin dans la chair tout le long de mon bras, et en sortit près de mon poignet, et je remontai à la surface. Ce gentleman que voici vous racontera le reste. Que je vous présente en passant, capitaine, docteur Bunger, chirurgien du navire. Bunger, mon garçon, le capitaine. Maintenant, jeune Bunger, sortez votre partie de l'histoire. Le gentleman, dont la profession venait d'être si familièrement indiquée, s'était pendant tout ce temps tenu debout auprès d'eux, sans que rien de spécial ait pu révéler le rang distingué qu'il tenait à bord. Son visage était excessivement rond mais grave. Il était vêtu d'un vêtement ou d'une chemise en laine, d'un bleu fané et d'un pantalon rapiécé. Jusque-là, il avait partagé son attention entre une épissoire qu'il tenait dans la main et une boîte de pilules qu'il avait dans l'autre, lançant de temps à autre un regard critique sur les membres d'ivoire des 2 capitaines estropiés. Mais quand son supérieur le présenta à Achab, il s'inclina poliment et aussitôt se mit en devoir d'obéir aux ordres de son capitaine. « C'était une très mauvaise blessure, commença-t-il, et sur mes conseils, le capitaine Bloomer dirigea notre vieux Sammy. »« Samuel Enderby est le nom de mon vaisseau, interrompit le capitaine Manchot, s'adressant à Achab. « Continuez, mon garçon. » Dirigea notre vieux Sammy vers le nord pour sortir de la chaleur brûlante de là-bas sur la ligne. Mais il n'y avait rien à faire. Je faisais de mon mieux. J'étais très sévère avec lui quant à son régime. « Oh, très sévère !» s'exclama le patient lui-même. Puis, changeant subitement de voix, il buvait du rhum chaud avec moi jusqu'à ce qu'il ne puisse plus y voir pour m'enrouler mes pansements, et il m'envoyait me coucher à moitié cuit vers les 3 heures du matin. Ah, mes étoiles, en vérité, il veillait avec moi, et il surveillait sévèrement ma diète. Ah, c'est un grand veilleur, et très diététiquement strict que le docteur Bunger. Bunger, vieux renard, riez donc. Pourquoi ne riez-vous pas? Vous savez bien que vous êtes un joyeux coquin. Mais allez-y, mon petit, j'aimerais mieux être tué par vous que sauvé par n'importe quel autre homme. Vous vous êtes sûrement aperçu déjà, honorable sœur, dit l'imperturbable et réjoui Bunger, en clignant de l'œil à Achab, que mon capitaine est facétieux à l'occasion, et qu'il débite beaucoup de choses intelligentes de ce genre. Mais tant vaut-il que j'ajoute, en passant, comme disent les Français, que moi, c'est-à-dire Jacques Bunger, jadis membre du révérend clergé, je suis un homme strictement et totalement abstinent. Je ne bois jamais. « De l'eau !» s'écria le capitaine. « Il ne boit jamais de l'eau. Ça lui donne des sortes d'attaques. L'eau fraîche le jette dans l'hydrophobie. Mais continuez avec l'histoire du bras. »« Oui, vaut mieux que je continue, » dit calmement le chirurgien. Avant la facétieuse interruption du capitaine Boomer, j'allais dire qu'en dépit de mes meilleurs et de mes plus sérieux efforts, la blessure continuait à empirer. À la vérité, sœur, c'était la plus vilaine blessure ouverte qu'un chirurgien ait jamais vue.
plus de 2 pieds et quelques pouces de long. Je l'ai mesurée avec la sonde. Bref, elle devint noire. Je savais ce qui menaçait, et le voilà amputé. Mais je ne suis pour rien dans ce bras d'ivoire. Ça, c'est contre toutes les règles, dit-il en montrant la chose avec son épissoir. C'est le travail du capitaine, ça, pas le mien. Il a commandé au menuisier de le faire. Il a fait mettre au bout cette tête de massue. Je suppose pour écraser la tête de quelqu'un. Comme il l'a tenté une fois avec la mienne. Il lui prend des rages diaboliques parfois. Voyez-vous cette cavité, sœur ? Ôtant son chapeau et écartant ses cheveux, il montra un trou, comme un bol sur son crâne, mais qui ne portait pas la moindre trace de cicatrice, ni aucun signe d'avoir jamais été blessé. Eh bien, le capitaine va vous raconter comment c'est arrivé. Il le sait. Non, je ne le sais pas. Mais sa mère le savait, il est né avec. Oh, fripon solennel que vous êtes, vous, Bunger. Y a-t-il jamais eu un autre Bunger comme vous dans le monde de l'eau? Lorsque vous mourrez, Bunger, faudra vous mettre à la saumure, vieux renard. Vous devez être conservé pour les générations futures, coquin. Qu'est devenue la baleine blanche? Interrompit alors Achab, qui jusque-là avait écouté avec impatience les apartés des deux Anglais. Oh, s'écria le capitaine Manchot. Oh oui, oui. Après qu'elle eut piqué, nous ne la revîmes plus de quelque temps. Et même, comme je l'ai déjà dit, je ne savais pas alors quelle était cette baleine qui m'avait joué un tel tour. Ce fut quelque temps après, lorsque nous revîmes sur la ligne, que nous avons entendu parler de Moby Dick, comme certains la nomment. Et ainsi, je sus que c'était elle. L'as-tu croisée encore? 2 fois. Mais sans pouvoir l'attacher? Je ne l'ai pas essayé. Vous croyez qu'il n'y avait pas assez d'un membre? Qu'est-ce que je ferais sans mon autre bras? Et je suis en train de penser que Moby Dick avale encore plus que ce qu'elle mord. Eh bien, alors, interrompit Bunger, tendez-lui votre bras gauche pour essayer d'avoir votre bras droit. Savez-vous, messieurs, ici il s'inclina très gravement et méthodiquement devant chacun des 2 capitaines. Savez-vous, gentlemen, que les organes digestifs de la baleine sont construits de telle façon par la divine providence qu'il lui est absolument impossible de digérer même un bras d'homme. Elle aussi le sait. De sorte que ce que vous prenez pour la malice de la baleine blanche n'est que sa maladresse. Car elle n'a jamais eu l'intention d'enlever un seul membre. Elle pense seulement à faire peur par ses ruses. Mais parfois elle fait comme un de mes malades de jadis, assez lent, un vieux jongleur, qui, prétendant avaler des couteaux, en avala un une fois pour tout de bon, et il fut sur le flanc pendant 12 mois ou davantage. Puis je lui donnai un vomitif, et, voyez-vous, il le rendit sous forme de petit clou. Je l'ai vu. Il n'y avait aucune possibilité pour lui de digérer ce couteau ou de l'assimiler totalement. Oui, capitaine Boomer, si vous êtes assez leste et si vous avez décidé à mettre un bras en gage pour obtenir le privilège de donner un enterrement convenable à l'autre, alors dans ce cas, le bras est à vous. Donnez seulement une autre occasion à la baleine et ça arrivera bientôt, c'est tout. Non, Bunger, merci, répartit le capitaine anglais. Elle peut garder le bras qu'elle a, puisque je n'y peux rien. Et puis, je ne la connaissais pas alors, mais pas un second. Assez de baleines blanches pour moi. J'ai mis à la mer une fois pour elle, et ça suffit. Ce serait très glorieux de la tuer, je le sais, et c'est un gros cargo de spermacétie. Mais doucement, c'est mieux de la laisser tranquille. Ne pensez-vous pas, capitaine? Termina-t-il en regardant la jambe d'ivoire. Certes, mais elle sera encore chassée pour tout ça. Cette chose maudite qu'il vaudrait mieux laisser tranquille est ce qui attire le plus. C'est un aimant. Depuis combien de temps que tu l'as vue pour la dernière fois? Dans quelle direction allait-elle? Que Dieu me bénisse et maudisse le diable, s'écria Bunger, marchant courbé autour d'Achab en reniflant drôlement comme un chien. Le sang de cet homme, apportez-moi un thermomètre, est à son point d'ébullition. Son pouls fait trembler ce plancher, sœur. Sur ce, il sortit une lancette de sa poche et s'approcha du bras d'Achab. « Au large !» rugit Achab, le lançant contre le bastingage. « Au canot, mes hommes ! Dans quelle direction allait-elle » ? « Bon Dieu !» s'écria le capitaine anglais, à qui la question s'adressait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle se dirigeait vers l'est, je crois. « Est-ce que votre capitaine est fou ?» chuchota-t-il à l'oreille de Fedallah. Mais Fedallah, en guise de réponse, mit un doigt sur ses lèvres et enjamba le bastingage pour prendre l'aviron du canot. Et Achab, balançant la poulie de dépeçage, ordonna aux marins du vaisseau de s'apprêter à le descendre. Un moment après,
Il était debout à l'arrière du canot, et les hommes de Manille se jetèrent sur les rames. En vain le capitaine anglais le héla-t-il. Le dos tourné au vaisseau étranger, le visage dur comme une pierre, dirigé vers son propre vaisseau, Achab demeura debout, jusqu'à ce qu'il eût abordé le Pécode.